Donc, bienvenue dans le podcast de la SHLMR. Ici, on donne la parole à ceux qui imaginent, construisent et accompagnent les quartiers de demain à La Réunion. Donc, dans cet épisode, nous allons parler d'un terme qu'on entend régulièrement dans le logement social, c'est les réhabilitations. Qu'est-ce que cela implique? Donc, on va voir tout ça aujourd'hui avec notre invité du jour, qui n'est autre que Didier Laravine, notre directeur du patrimoine à la SHLMR. Bonjour Didier. Bonjour Loïc. Merci pour ta disponibilité. Mais je t'en prie. Alors Didier, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, pour tous nos auditeurs et téléspectateurs, et nous dire un petit peu en quoi consiste ton métier? Donc, je suis Didier Laravine, donc je suis directeur du patrimoine de la SHLMR. Mon rôle à la SHLMR, c'est vraiment de garantir la qualité du patrimoine, donc tant sur le plan de la pérennité des ouvrages que sur la sécurité et voire l'attractivité donc, pour les familles. Ok. Et j'ai souvent eu l'habitude dans les épisodes précédents de demander à nos invités comment est-ce qu'ils sont arrivés là pour leur parcours à l'école et tout. Ça peut inspirer aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu es arrivé à la tête de cette direction-là? J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé mes premières armes donc, dans l'Hexagone, dans l'immobilier d'entreprise, dans le secteur industriel et tertiaire et principalement donc, au niveau de la défense. Puis donc, je suis rentré j'ai rejoint mon île donc, à La Réunion où j'ai d'abord donc, occupé la fonction de responsable d'exploitation et de maintenance en climatisation et froid commercial. Puis je rejoins donc, la grande famille des bailleurs sociaux où j'ai d'abord occupé une fonction au sein de la gestion locative, puis depuis 12 ans donc, au sein de la direction de patrimoine des deux grands bailleurs donc, de l'île. Ok, super. Et ton boulot, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive? Tu te dis, allez, aujourd'hui on attaque. Ce qui me donne envie et je dirais de venir le matin, c'est vraiment toute la richesse qu'on peut retrouver dans ce métier. Donc on prend plaisir donc, à venir. C'est un métier où tout bouge, tout change. Tous les jours, c'est différent. Voilà, donc il y a une pluralité donc, dans l'activité. On touche vraiment à tout. De la gestion, du technique, du financier. Donc voilà, c'est toute la richesse qu'on peut retrouver dans ce métier. Ok, super. Donc là, on va taper dans le vif du sujet maintenant. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une réhabilitation, même pour les gens qui nous écoutent, hein, qu'est-ce que c'est qu'une réhabilitation? Une réhabilitation, c'est vraiment donner un second souffle à un bâtiment ou à un quartier. Donc, c'est retrouver donc, des niveaux de performance technique donc, proches à celle d'origine, voire quelquefois upgrader donc, cette performance. Voilà. Ok. Comment ça se passe finalement au niveau législation, réglementaire? Nous avons effectivement dans le cadre d'une réhabilitation énormément d'enjeux réglementaires, donc à la fois des enjeux qui peuvent être d'ordre sécuritaire, d'ordre lié à l'accessibilité notamment des lieux, donc c'est super important, mais il y a également des normes liées à la rénovation, on va dire, thermique et énergétique des bâtiments. Il faut savoir que souvent ces normes conditionnent donc, le financement des opérations. D'accord, ok. Et là, tu parles de financement, ça me permet d'arriver à la seconde partie de notre échange. Du coup, Didier, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les grandes étapes d'une réhabilitation? Donc la première étape, c'est vraiment l'identification de l'opération. Donc c'est souvent issu d'une programmation de notre plan stratégique de patrimoine. Cette identification, donc, on va avoir une étape de diagnostic, de prise de température du terrain, donc alimenté essentiellement par les équipes en proximité. Donc, ce qui va permettre de conceptualiser donc, les projets. Donc, derrière de cela, ce projet va faire l'objet d'une validation
à la fois technique, à la fois sociale et à la fois, je dirais, une validation financière. Donc, qui Ok. va nous permettre de vérifier la soutenabilité donc, du projet. C'est à ce moment-là donc on va solliciter juste après donc le financement de l'opération. Ok. Donc après, on va rentrer dans des étapes beaucoup plus opérationnelles. Donc, il faut savoir donc à l'issue du retour qu'on peut avoir, notamment sur le financement du projet. Donc, on va planifier tout cela. Donc, ça passe par à la fois la consultation, la mobilisation, donc pour pouvoir mobiliser donc les entreprises. Mais on va également donc chercher la concertation donc auprès des locataires. Mhm. Donc, une étape importante. Donc, il faut savoir que tout projet, la qualité, enfin, on va dire la réussite du projet, dépend grandement de l'implication des locataires derrière. Et combien de temps ça prend de faire une réhabilitation avec toutes les étapes que tu nous as énumérées? Bah, une réhabilitation, ça va être un processus enfin, qui est très long. Donc, Mhm. entre le moment de se lancer, enfin de se lancer sur le projet jusqu'à la réception, on va dire, de l'opération, il va s'écouler entre 3 et 4 ans, donc en Mhm. fonction de la taille de l'opération. Ok. Et par exemple, là, j'ai une réhabilitation qui me vient en tête, là, qu'on a inaugurée récemment, Victoria à Saint-André. On a souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui nous disent, oui, ben, on aimerait bien qu'on réhabilite notre résidence, etc. Et je voulais savoir comment est-ce que sont identifiées les les prochaines réhabilitations, les prochaines résidences. Nous avons donc un programme identifié donc, à travers notre plan stratégique de patrimoine. Il faut savoir donc la priorisation donc, des groupes dépend grandement donc, du travail de terrain. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre de monitorer ou d'orienter ou enfin, de privilégier telle ou telle opération. Donc, et c'est vraiment enfin, tous ces éléments qu'on peut capitaliser, donc cette connaissance vraiment de terrain, Mhm. ça va nous permettre d'orienter donc les travaux donc à réaliser. Donc on a des Donc collaborateurs qui, lors de leur visite, ils voient qu'une résidence a peut-être besoin exactement, plus qu'une autre d'un coup de rafraîchissement et de renouveau. Et exactement. à ce moment-là, ils gagnent une priorisation ou pas en fonction de notre résidence. Donc on a tout, effectivement, toute cette partie l'expérience, on va dire ce retour d'expérience qu'on a des équipes de terrain, Ouais. mais également après bah, tout ce qu'on aura constaté donc, au niveau des remontées locataires, donc, Mhm. notamment bah, au travers de la prise en compte des réclamations clients. Ouais. Donc tout ça, mais bout à bout, donc, va permettre de constituer, je dirais, le programme de l'opération. En plus du critère d'ancienneté, Tout comme à tu fait. m'avais dit, des résidences ou plus de 30 ans. Exactement. Ok. Sur les réhabilitations, à la SHLMR, est-ce qu'on a, je sais pas, une signature, une marque de fabrique finalement? Est-ce qu'on sait que quand on fait une réhabilitation, on voit que c'est la SHLMR? On travaille effectivement sur nos propres standards, donc on va dire ces standards sont à la fois définis au travers de notre cahier de recommandations, enfin le guide HD donc au niveau de la réhabilitation, mais également au travers des orientations de notre politique RSE, donc voilà, donc les objectifs de politique RSE qui est posé, qui est aussi notre marque de fabrique, hein, donc constitue en quelque sorte notre marque de fabrique. Ok. Ce guide acheté là, c'est quoi un petit peu? Puisque moi, je sais pas trop ce que c'est. Ce guide acheté donc regroupe bah, les bonnes pratiques, donc ce D'accord. qui marche, ce qui ne marche pas, nous donne en tout cas des orientations de ce qu'il faudrait faire Ok. et ce qui pourrait être amélioré donc, dans nos programmes de réhabilitation. Ok, c'est une sorte de cahier des charges, mais spécifique à chez nous, quoi, c'est ça? Voilà, sans pour autant se substituer en tout cas à des prescriptions techniques. Enfin, Ok. donc voilà, Ok, je qui vois. reste vraiment au moment de la conceptualité et au niveau de la maîtrise d'ouvrage, enfin la maîtrise d'œuvre, pardon. Et lorsque je reviens sur l'exemple de Victoria, qui est une résidence qui est occupée, euh,
comment ça se passe les échanges avec les locataires, le jonglage en fait des travaux et de la gestion locative? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Comment est-ce que vous vous organisez? Bah, l'organisation, enfin, c'est une organisation qui est très importante et qui doit se faire le plus tôt possible. C'est vrai qu'on va rentrer dans une phase de négociation, de discussion avec le locataire, d'appropriation du projet. Donc, et là, on va mobiliser plusieurs personnes au sein de l'équipe. Donc, il y a tout cet accompagnement social enfin, la machine, on va dire, sociale qui se met en marche. Donc, au travers notamment de collaborateurs en tant que, enfin, la mobilisation des médiateurs travaux. Donc là, on va expliquer quelle est l'importance du projet, quel est l'impact sur leur environnement au quotidien, quel est l'impact sur le loyer. C'est souvent une question qui revient assez souvent. Donc, est-ce que mon loyer va augmenter, etc. Donc voilà, donc il y a tout un certain nombre de questionnements et même ça va aller beaucoup plus loin. Comment je vais faire si je ne peux pas, pour raison de santé, rester dans mon logement pendant les travaux. Donc on va voilà, trouver des dispositifs donc, sur site même donc, pour pouvoir gérer de manière transitoire donc une famille ou quelquefois, bon, bah, des fois on va même un peu plus loin où on va reloger la famille dans un autre lieu donc, pour Le permettre temps de la faire les réhabilitation. travaux. Exactement. Ok, super. Et les locataires, ils sont réfractaires ou est-ce qu'ils sont plutôt pour justement la réhabilitation de leur logement généralement? Bah, au départ, il y a toujours une inquiétude parce qu'on vient, on rentre dans leur intimité. Donc forcément, ils se posent plein de questions, comment ils vont faire les travaux, il y auront des entreprises qui vont rentrer chez moi. Voilà, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de risque, est-ce que ça ne va pas impacter mes meubles, etc. Enfin voilà, il y a une multitude de questions qui se posent. Après, je pense que c'est dans toute l'explication qu'on va apporter individuellement donc auprès des familles, donc les rassurer, donc en mettant en avant bah, tout l'intérêt tout l'intérêt de la réhabilitation, en tout cas de leur logement. Et généralement, ça se passe plutôt bien, donc les gens comprennent, donc ils comprennent les enjeux, donc ils savent que voilà, il y a une nécessité parce que de toute manière, ils le vivent dedans, ils voient le niveau et de dégradation enfin, de certains équipements, en tout cas le niveau de vétusté de certains éléments d'ouvrage ou des éléments ou d'équipements enfin, qui sont dans leur logement, donc leur propre logement, et ils vont être plutôt réceptifs, je dirais, aux échanges. Donc, Ok. Et à la fin, ils sont comment? Ils sont satisfaits, j'imagine, quand ils voient le résultat. Ah, le vécu pendant les phases de travaux est toujours difficile parce que bah, voilà, donc, il faut cohabiter en quelque sorte entre les ouvriers d'un côté qui interviennent dans le logement et on va dire sa propre gestion familiale. Après, derrière, effectivement, donc, il y a cette satisfaction qui est au bout, donc voilà, de voir quelque chose qui est souvent, ben, mon logement a été transformé, donc mon logement présente un niveau de qualité, en tout cas, qui est supérieur donc ce que j'ai pu connaître par le passé. Donc voilà, cette transformation, en tout cas, crée de la joie, on va dire ça. Donc, On a parlé un peu des locataires, on a survolé aussi les travaux. On a aussi, cette, on va dire, cette mode, mais aussi cette ambition-là de notre RSE de parler de l'environnement. Comment est-ce qu'on intègre justement cette prise de conscience environnementale dans nos réhabilitations? effectivement, donc à La Réunion, nous devons faire face aux enjeux climatiques. Donc cela enfin, pose la question du niveau, en tout cas d'agressivité. Enfin, on est dans une île, dans une zone tropicale, donc avec un niveau d'exposition, un climat qui est très agressif. Donc, ce qui fait qu'on est généralement impacté donc avec un vieillissement, on va dire, prématuré, en tout cas
des ouvrages et des équipements. Donc d'où la nécessité justement de réhabiliter en tout cas plus tôt à La Réunion que par rapport à ce qu'on peut connaître dans l'Hexagone. Donc au travers ces grands défis, donc un des grands défis qui s'impose à nous, c'est vraiment le confort thermique. Donc c'est vraiment quelque chose, une question qui est grandissante donc dans nos approches en tout cas patrimoniales. Nous devons concilier l'élévation de la température donc demain en tout cas dans nos bâtiments, donc pour le confort de nos occupants. Donc ça c'est un vrai sujet. Donc ça va être des actions qu'on va mener d'isolation donc sur nos toitures, la protection qu'on aura sur nos façades donc de bâtiments, et effectivement de conserver une circulation en tout cas d'air pour apporter ce confort dans le bâtiment. Donc il y a vraiment ce confort naturel donc on essaye de préserver dans le bâtiment. Comment est-ce que tu vois justement la réhabilitation de demain? Enfin, juste avant de venir un petit peu évoquer cette question de réhabilitation de demain, je voulais juste parler un petit peu du cadre un petit peu insulaire de l'île. Hein. Donc il faut savoir, La Réunion, tout, comme vous le savez, on doit tout faire venir. Donc on est sur une île, donc il y a cet approvisionnement de la matière première, voire des produits manufacturés, donc qui arrivent à La Réunion. Donc un des grands défis de demain, c'est vraiment, et on y travaille, c'est pouvoir viser le réemploi donc, de matériaux, voire la revalorisation des déchets sur l'opération elle-même. Donc ça c'est tout un sujet. Et je dirais au travers de cet enjeu, donc on essaye d'encourager donc le développement de filières locales. Donc là, voilà, donc ça va être quelque chose qu'il faut que ça soit amplifié, encouragé en tout cas dans nos actions, notamment de réhabilitation. Ok. Est-ce que tu as des exemples justement peut-être de matériaux locaux ou de matériaux innovants que tu utilises déjà dans la réhabilitation ou peut-être que tu vas utiliser dans les prochaines réhabilitations à venir? Enfin, il y a des choses qu'on va utiliser, par exemple, généralement en matière première, donc des matériaux par exemple de démolition, enfin tous les gravats qu'on va récupérer de la démolition, donc on va réutiliser dans les revêtements, la reconstitution en tout cas des zones de circulation, des sols, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'on va réexploiter sur site. On a expérimenté aujourd'hui des installations, notamment de production d'eau chaude solaire. Donc on a connu pendant une période, on produisait des installations de solaire thermique. Aujourd'hui, on a du solaire, de l'eau chaude solaire qui est produite par du photovoltaïque. Donc sur les opérations, c'est quelque chose qu'on a testé donc, sur les opérations et qu'on tend à mener sur de nouvelles opérations, donc qui a porté ses fruits, donc qu'on souhaite étendre. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire donc, en termes d'innovation. On développe également, par exemple, toujours dans le domaine de l'eau chaude solaire, donc les ballons thermodynamiques. Donc là, on a une opération en cours donc, sur le sujet. Donc, ce sera l'occasion de tester. C'est quoi les ballons Un ballon thermodynamique, c'est des ballons qui sont sur un fonctionnement un peu différent par rapport à ce qu'on connaît d'un ballon électrique classique, c'est-à-dire on va profiter des températures, que ce soit d'eau et d'air, etc., pour compenser donc, la production de chaleur. Donc c'est en quelque sorte une pompe à chaleur, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, donc inversé. Pour lequel on va utiliser donc, un frigo, je pourrais dire un frigo inversé. La réhabilitation de demain, je pense qu'il faut qu'on améliore, je pense que le cadre un petit peu prédictif de notre patrimoine, donc il y a de plus en plus d'outils
qui nous permettent de mesurer en tout cas plus précisément l'évolution des pathologies donc, sur le patrimoine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, donc ça apporte un degré de finesse et en tout cas de mieux cibler donc, nos actions derrière. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment l'enjeu de demain. Donc on sait qu'on ne peut pas tout faire évoluer, tout changer, donc, et on sait que mais ça représente en termes d'investissement derrière qui peut être conséquent. Donc l'enjeu de demain c'est de pouvoir en tout cas mieux serrer les attentes et les contraintes qu'on peut avoir sur le bâti et les traiter, voilà, donc mieux les traiter, les mieux les gérer derrière. Ok. Et selon ton expérience en tant que directeur du patrimoine à SHLMR, est-ce qu'il y a une opération de réhabilitation qui est mémorable selon toi ou que tu aimerais lancer rapidement parce que tu vois que ça va être une réhabilitation incroyable? Non, je vais revenir sur l'expérience de Victoria, même si c'est l'opération Victoria est une opération de 215 logements qui a été particulièrement difficile, hein, donc que ce soit au démarrage et pendant toute la vie de l'opération, mais que malgré tout, ça a été très très formateur. Je pense que ce soit côté en interne, donc au niveau des équipes, que ce soit au niveau des entreprises, je pense qu'on a énormément appris sur cette opération et surtout on peut être fier du résultat. Donc on a quelque chose qui au bout répond à ce qu'on souhaitait mettre en œuvre. Donc, et c'est vrai que c'est avant tout c'est pour les familles qui y résident. Donc il y a cette satisfaction. Donc voilà, on ne peut qu'être fier de cette opération. On a parlé de Victoria. Est-ce que tu as un autre chantier que tu aimerais lancer bientôt ou à moyen terme? En matière de réhabilitation, enfin, mon rêve, c'est vraiment impliquer davantage les familles. Et pour moi, le projet qui serait phare sur ce sujet, c'est vraiment monter un projet d'autoréhabilitation. Je rêve vraiment que les familles contribuent, participent aux travaux donc dans leur logement. Donc il y a cette prise en compte des contraintes qu'on peut avoir donc, au moment d'exécuter les travaux, mais c'est aussi contribuer à changer donc son environnement, donc à l'améliorer, etc. Donc je pense qu'il y a en tout cas moi c'est vraiment mon plus grand rêve, c'est vraiment partir sur ce projet et réussir ce projet donc, avec les familles. D'accord. Tu as parlé d'auto-réhabilitation. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'auto-réhabilitation? L'autoréhabilitation, c'est après, enfin, on va dire, quand on va rentrer dans une phase beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire on va mobiliser les familles à exécuter des travaux, donc à réaliser un certain nombre de travaux dans leur logement. Donc ça peut être des travaux de peinture, des travaux de revêtement de sol, des travaux euh, d'ordre un petit peu général, de plomberie, etc. Donc de la pose d'équipements. Et bien évidemment, quand on met en place et enfin, en tout cas les familles apportent leur contribution, il y a tout un dispositif d'accompagnement, de formation donc, des personnes qui acceptent en tout cas à jouer le jeu et à intervenir dans le logement. Donc voilà, c'est doublement intéressant. Donc il y a ce côté où les gens se sentent impliqués parce qu'ils participent eux-mêmes donc, au travers de l'amélioration de leur logement. Mais il y a aussi le côté formateur donc, qui est très intéressant parce que c'est là aussi l'enjeu. On sait souvent que sur nos opérations, on a des gens qui sont quelquefois éloignés de l'emploi, donc c'est aussi de l'occasion, c'est une forme aussi d'insertion professionnelle donc, voilà, qui est mis en place. Et avoir des professionnels qui leur montrent comment réaliser un certain nombre de travaux, c'est aussi gage, en tout cas, enfin c'est aussi une garantie sur l'avenir, parce que généralement, les gens qui prennent connaissance sur l'étendue ou qui portent même des travaux, ils savent mieux comment entretenir, je dirais, derrière donc, leur logement. Ok, Voilà. c'est super intéressant en vrai.
Voilà. Mais C'est- c'est un pari. C'est un pari qu'il faut prendre, c'est pas simple, mais c'est voilà, c'est une autre approche que moi personnellement, en tout cas, j'aimerais mettre en œuvre. Ok. Et vous êtes combien dans ton équipe? Parce que finalement, des résidences à rénover, il y en a pas mal. Et pour une résidence telle que Victoria, j'imagine qu'il faut mobiliser des équipes. Vous êtes combien? L'équipe de réhabilitation, c'est une quinzaine Ah ouais. de personnes. Donc, il faut savoir que quand on intervient effectivement sur une opération de réhabilitation, là, on est vraiment en mode projet. Donc, ça nécessite de constituer Hmm. une petite équipe à la fois technique, à la fois sur la partie sociale, mais au-delà de ça, on s'appuie également sur les apports des directions opérationnelles, donc à d'autres directions pardon, opérationnelles, donc notamment sur la partie sociale et en plus en proximité avec les équipes des agences. Ok, quand même 15, moi je m'attendais à beaucoup plus de personnes que ça pour l'ensemble, enfin l'ampleur de la direction. Donc c'est une petite équipe, j'ai l'impression qui est quand même assez compétente, quoi. Donc c'est cool. Enfin compétente, ça charbonne, je Ouais. pense. Ah non, mais il y a du boulot. Il y a du boulot, on ne s'ennuie pas. Alors on intègre souvent les locataires dans la réhabilitation puisque naturellement on est chez eux et tu nous as bien dit qu'on qu'on- les fait participer. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs du territoire qu'on mobilise justement dans les réhabilitations qu'on programme? Les acteurs sont multiples dans une opération de réhabilitation. Donc, on a des acteurs enfin, qui peuvent être institutionnels, donc l'État, la région, les EPCI. Donc, ils vont participer en tout cas au financement des opérations. Donc, voilà, donc c'est là-dessus, ce volet-là. On a également la collectivité, enfin la commune, donc c'est elle qui porte quand même le projet sur son territoire et c'est important que la commune sur laquelle on intervient elle soit en phase donc, avec nos projets. Ok. Et Donc, pour les entreprises, comment ça se passe? Vous avez déjà vos entreprises clés ou vous passez par des marchés? donc on mobilise donc, les entreprises au travers de marchés. Donc nous, on a fait le pari donc, de mettre en œuvre donc, un accord cadre donc, qui permet de mobiliser donc, plusieurs entreprises, donner on va dire un peu plus de chance à des plus petites structures. Donc on table majoritairement sur des PME, enfin TPE-PME. Donc voilà, donc Sur le local, quoi. Vraiment sur sur les le local. artisans, Voilà. parfois local. Ouais. Ok. Donc là, on est vraiment sur la mobilisation des artisans locaux. Dans les parties prenantes, nous avons également les associations de locataires. Donc, je dirais, on les implique au travers des conseils de concertation locative. C'est important, donc leur rôle est important auprès des locataires pour faire passer le projet. Donc et on compte énormément sur tout le travail qu'ils peuvent faire auprès des locataires. Mais l'autre grand participant, c'est les locataires eux-mêmes. Donc voilà, donc il faut, je pense que la réussite, en tout cas du projet, passe par leur implication. Voilà, donc Hmm. ce travail qui peut être mené à la fois par les associations de locataires et le travail eux-mêmes porté par les locataires. Comment est-ce que vous trouvez l'argent pour faire les réhabilitations? Ça coûte combien une réhabilitation? Ça, c'est... Bah, une réhabilitation, c'est un investissement très important donc, pour le bailleur, donc l'effort est considérable parce que ça représente en moyenne le coût d'une réhabilitation, c'est aux alentours de 60 000 euros au logement. Donc une partie va être apportée au travers des financements, notamment la LBU, donc sont des subventions donc, de l'État qui vont apporter. Nous allons aussi avoir du crédit d'impôt, donc qu'on va pouvoir mobiliser, grosso modo, donc c'est à peu près 20 à 30% de financement, donc d'apport de financement qu'on va recevoir à travers ces dispositifs. Mais au-delà de ça, donc c'est aussi des prêts qu'on doit mobiliser. Euh, donc c'est des prêts adaptés en tout cas pour de la réhabilitation. Et on va
mettre aussi un peu de fonds propres. Donc voilà, donc il y a aussi l'apport du bailleur donc en fonds propres dans l'opération. Ok. Donc voilà, il y a toute cette ingénierie financière qui doit être élaborée, validée et vérifiée en termes de soutenabilité, en tout cas pour l'entreprise, avant de lancer une réhabilitation. Ok. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Didier, des sujets qu'on avait à voir aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer avant de conclure notre épisode? Bah, le message que je souhaiterais faire passer, c'est vrai que la réhabilitation représente une grande part, en tout cas, de nos investissements à la SHLMR. Donc, notre ambition, c'est réhabiliter par moins de 800 à 1000 logements par année. Donc, c'est pas une part négligeable. Donc, sachant qu'on s'est projeté sur 10 ans à près de 9000, voire 10 000 logements donc à traiter. Donc cette ambition, elle s'accompagne par la mise en œuvre donc, de ces projets de réhabilitation. Donc, sachant qu'une réhabilitation, ben, je l'ai évoqué donc, en disant ça, c'est énormément d'investissement, donc c'est une part d'investissement qui n'est pas négligeable. Donc, je vais évoquer les 60 000 euros d'investissement qui est porté, c'est un effort par logement, donc Ouais. c'est un effort important donc, qui est fait. Donc, comme on dit, c'est pas fait au rabais. Donc voilà, donc c'est des travaux qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait y penser, etc., sont des travaux qui sont réalisés de qualité. Donc voilà, donc on n'a pas à en rougir par rapport à ce qu'on peut trouver dans le parc privé. Voilà, donc il y a des travaux de qualité qui sont exécutés. Mais la réhabilitation ne règle pas tout. Donc il faut savoir que derrière, il y a toute cette part. Derrière, bah, il y a toute la vie des équipements, des matériaux. Donc ça demande de l'entretien. Donc c'est important. Donc c'est la responsabilité de tout à chacun, de tout occupant. Donc de veiller, d'entretenir son logement. Donc pour une pérennité en tout cas des ouvrages. Donc ça c'est important. C'est un beau message, je trouve. Et je te remercie de l'avoir fait passer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Didier, pour ta disponibilité. Bah, merci, Loïc. Et puis, je sais que tu as beaucoup de boulot. Donc, voilà. je vais te libérer. Il n'y a pas que la réhabilitation, le patrimoine, il y a beaucoup de sujets. Donc, voilà, on ne s'ennuie pas. Peut-être un nouveau sujet pour un prochain podcast. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup aux téléspectateurs et aux auditeurs pour votre écoute et votre attention. On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis, donner un petit like et puis partager à vos proches, vos collègues. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.